Bonjour à tous, chers fans de hockey junior. Bienvenue à une autre édition du podcast Aux Quatre Coins, le balado officiel de la Ligue de hockey junior maritime Québec. La saison est bien lancée. Les joueurs qui participaient à des camps LNH sont de retour au sein de leurs équipes respectives. On s'entretient justement avec un qui fait flèche de tout bois en ce début de saison, Émile Guité des Saguenayens de Chicoutimi, qui a déjà 5 buts à sa fiche depuis le retour de son premier camp professionnel avec les Ducks d'Anaheim. Avant de s'entretenir avec Émile, par contre, on parle de l'actualité de la Ligue avec Raphaël Doucet. J'en profite pour vous rappeler qu'Aux Quatre Coins est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. Abonnez-vous également à la page YouTube de la LHJMQ pour ne rien manquer. Et c'est un retour pour lui à ce balado parce que c'est peut-être sinon le deuxième plus habitué. Il faudrait sortir les stats officielles avec Alex Régimbal. Mais sa première fois cette année, le directeur des communications de la LHJMQ, Raph Doucet, qui se joint à la conversation cette semaine. Raph, comment ça va? Salut Max, ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Content de te retrouver pour une première fois cette saison. Un beau début de saison, encore une fois, dans la LHJMQ. Il y a beaucoup d'histoires à surveiller. Déjà des équipes qui se distinguent. Déjà quelques surprises en ce début de saison. Mais avant d'aller là, je veux qu'on commence avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, si tu veux bien. L'Armada qui trône carrément au sommet du classement canadien. Bon, qui n'est pas un classement par points, là, vous savez. Là. Donc, il y a un classement qui est fait... J'allais utiliser le terme arbitraire, là, mais oui, donc comme qui est fait par la Ligue canadienne. Et l'Armada qui trône au sommet de ce classement en début de saison. Et RAF, seule équipe toujours invaincue à la régulière pour commencer la saison. Et j'ai envie de dire, malgré le fait que Justin Carbonneau a joué 2 matchs, Spencer Gill également, Bill Zonon n'est pas encore arrivé, il y a vraiment beaucoup d'autres joueurs qui se distinguent présentement avec l'Armada. Ouais, ben écoute, on savait que l'Armada de Blainville-Boisbriand allait être une excellente formation dans notre ligue cette année. Je m'attendais peut-être pas à un aussi bon départ, étant donné ce que tu viens de dire. Tu sais, Justin Carbonneau a joué seulement 2 matchs. Spencer Gill a joué 2 matchs aussi. T'as Vincent Collard qu'on est allé chercher, les Wildcats de Moncton, qui a disputé 4 rencontres. Même chose pour Maël Lavigne, qui est allé en finale l'an dernier avec l'Océanique de Rimouski. Et Bill Zonon, j'ai échangé quelques textos avec lui la semaine dernière. Là. Probablement que Bill va être de retour la semaine prochaine. Là. D'ici 2 semaines maximum, Bill Zonon devrait effectuer ses débuts avec l'Armada de Blainville-Boisbriand après s'être blessé lors du camp d'entraînement des Penguins de Pittsburgh. Donc, c'est 5-0-1 pour l'Armada, mais pas une fois on a eu l'équipe complète. Donc, bonne nouvelle pour l'Armada, mauvaise nouvelle pour les 17 autres formations de la LHJMQ. Mais on le savait que cette équipe-là était excellente sur papier et on le voit depuis le début de la saison qu'elle est excellente également sur la glace. Xavier Villeneuve. Ouf. Euh, Il est prêt pour son année de repêchage. Ah ouais, exactement. Il est prêt pour son année de repêchage. Puis allez vous promener sur nos réseaux sociaux là, dans les derniers jours. Là, il a réalisé 2 jeux superbes. Ouais. Et là, quand tu regardes son format, 5 et 10, autour de 160, 165 livres, c'est pas le plus gros. Mais Max, je pense que tu vas être d'accord avec moi. De nos jours, on a besoin de défenseurs de ce genre-là Exact. dans la Ligue nationale. Et je pense que Xavier Villeneuve, avec sa vitesse, avec son anticipation, avec sa vision du jeu, a tout ce qu'il faut pour se rendre dans le circuit Batman un jour. Oui, ben tu as raison au sujet du type de défenseur, son gabarit. J'invite les gens, s'ils ne l'ont pas fait, à retourner écouter l'entrevue lors du premier épisode de la saison, qui est disponible bien sûr là, sur la chaîne YouTube de la LHJMQ, sinon sur toutes les bonnes plateformes de balado. Là. Allez écouter l'entrevue avec Xavier et lui-même, de un, n'hésite pas à se comparer à Quinn Hughes, à Lane Hudson. Ouais. Il vise de devenir un de ces joueurs-là. Et ça, je veux dire, ça prend du guts pour pas avoir peur de le dire. Moi, c'est ça que je vise. Et je lui en parlais justement du fait que je ne sais pas si Quinn Hughes a ouvert une porte ou si juste, la Ligue nationale, c'est cyclique. Puis là, présentement, on est à un moment où les équipes savent qu'elles ont besoin de au moins un joueur comme ça si elles veulent aspirer à quelque chose, un défenseur qui contribue largement en attaque. Je suis convaincu qu'après Lane Hudson l'an dernier, un Zane Parekh cette année va contribuer à garder cet effet-là parce que je suis sûr que Zane Parekh va avoir une belle saison avec les Flames de Calgary. C'est pas un petit bonhomme, fait que je pense pas qu'on peut le mettre exactement dans la même liste, mais Yves Bioem aussi, je m'attends à une année sensationnelle de sa part avec le Wild du Minnesota. Donc, tu l'as dit, les équipes pour des joueurs qui ont un talent,
qui crève les yeux. Là. Xavier Villeneuve, t'amènes quelqu'un. J'amènerais mon père qui connaît son hockey, mais qui ne suit peut-être pas particulièrement le hockey junior présentement, voir un match d'Armada de Blainville-Boisbriand. Je suis convaincu qu'après une période, je dirais qui t'a sauté aux yeux, il dirait le 72 en défense. T'sais. C'est ce type de talent-là, puis les équipes veulent de ce type de talent-là. Et il a 1 point par match en moyenne pour débuter la saison à son année de repêchage, on le disait. Donc moi, je pense que je ne vais pas être surpris s'il est du type à monter tranquillement pas vite pendant l'année dans les listes. Ben écoute, l'an dernier, c'était quoi? C'était 62 points en 61 matchs. Il a été élu défenseur par excellence dans notre ligue. Il ne faut pas oublier une chose du côté de Xavier Villeneuve, c'est que c'est un late. Donc, c'est déjà sa 3e saison avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Moi, je suis persuadé que ce gars-là est capable d'aller chercher du 70, 75, peut-être même 80 points dans notre ligue cette année. Quand tout le monde va être de retour avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, quand il va regarder devant lui, il va avoir plusieurs bonnes options offensives. L'an dernier, ça a été le meilleur avantage numérique au Canada pour ce qui est de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Là, cette année, je regardais, on est à 22,2 %. Donc, il y a une marge d'amélioration. L'an dernier, on était au-dessus de 30 %. C'est fou. Donc, il y a une marge d'amélioration. Puis je pense que quand Carbonneau va prendre son rythme avec l'Armada, quand Belzonon va être de retour, quand Maël Lavigne va se sentir pleinement confortable, même chose pour Vincent Collard, on va être excellent en attaque, excellent en avantage numérique. Puis tu sais, on parle beaucoup des nouveaux venus, mais il ne faut pas oublier non plus des gars comme Vincent Desjardins, Matteo Nobert, qui est un espoir des Golden Knights de Vegas. Matteo, c'est un centre intelligent, très bonne vision du jeu, excellent en avantage numérique. Cette équipe-là a vraiment tous les éléments pour se rendre loin. Puis, on n'a même pas encore parlé de Matt Gosselin. Ben, moi, c'est ça que j'allais dire. Ce que j'aime de ce genre de situation-là présentement, c'est que l'absence de Bill Zonon, qui n'est pas encore arrivé, et tout ça, Justin qui a juste joué 2 matchs jusqu'ici, Justin Carbonneau, tu as des opportunités pour d'autres joueurs de se lever et de rendre les décisions du groupe d'entraîneurs peut-être un petit peu plus difficiles, au moins qu'ils sachent qu'ils ont d'autres joueurs sur qui ils peuvent compter. Et justement, Matt Gosselin a déjà 9 buts. Il en a marqué 14 en 60 l'an dernier. Quel début de saison! Et ça aussi, c'est le fun. T'sais, quand une équipe s'améliore, moi, je suis vraiment de l'école de penser que ça tire tout le monde vers le haut. Tous les joueurs de soutien, n'importe qui, est amélioré par la présence de bons joueurs comme ça. Mais là, ils sont même pas tous nécessairement là. Mais tu sais, juste l'amélioration, tu le disais, d'un Matteo Nobert, d'un Xavier Villeneuve, ben ça fait en sorte que tu as d'autres joueurs comme ça. Et Gosselin, là, qui vraiment en profite présentement. Et chapeau à lui, parce que je veux pas sous-entendre qu'il ne mérite pas du tout ce qui lui arrive présentement. 9 buts comme ça pour débuter la saison, là, c'est sensationnel. Non, puis tu sais, un gars comme Matt Gosselin, quand on regardait la formation de l'Armada dans le début de saison, on le voyait sur un 3e trio. Mais tu sais, s'il continue à jouer de la sorte, il peut rester dans le top 6. Ou au pire, il va faire la navette entre le 2e et le 3e trio, comme à la belle époque, exemple, d'un Paul Byron avec le Canadien de Montréal. Tu sais, Gosselin, c'est un peu le couteau suisse de l'Armada. C'est un gars qui est bon offensivement, qui est bon défensivement. C'est un travaillant. Donc, tu as besoin de ce genre d'attaquant-là dans ton offensive. Et tant mieux si tu es capable de l'utiliser à toutes les sauces. Et tant mieux s'il est capable de contribuer offensivement lorsqu'il y a des absents ou des blessés. Je veux qu'on se transporte dans l'Est, à la belle île du Prince-Édouard, pour être précis, là où il y a des très beaux terrains de golf. D'ailleurs, est-ce qu'on parle d'une surprise en ce début de saison, l'affiche de 6-1-1 des Highlanders, parce que finaliste en 2022 et depuis ce temps-là, particulièrement en série, ça n'a pas été nécessairement les parcours qu'on aurait voulu du côté des Highlanders. Je dis surprise parce que oui, 6-1-1, mais tu regardes le différentiel but-contre, malgré cette fiche-là, on est +1. C'est sûr qu'on peut être porté à se dire que, bon, la cuisante défaite qu'on a subie justement aux mains de l'Armada, ça vient un peu changer la donne, mais en même temps, 4 de nos 6 victoires sont quand même par un but. Donc, on joue des matchs serrés, mais en ce début de saison, on va les chercher, on va les gagner, ces matchs-là, du côté des Highlanders. Et on va les gagner sur la route. En plus, du côté des Highlanders, on s'est promené pas mal dans les derniers jours. Donc, tu sais, moi, je voyais cette équipe-là comme une équipe en progression après 3 saisons quand même assez difficiles. Là, tu l'as dit, aucune victoire en série en 2023, 2024 et 2025. On a été balayés au premier tour les 3 années. Donc, c'est une équipe qui était sur la pente ascendante, mais je m'attendais pas à ce que les Highlanders soient aussi bons d'entrée de jeu avec 6 victoires en 8 matchs. Et là, ça vient tout juste de sortir. Là, donc, quand les gens vont écouter ça, là, ça va avoir fait 24 heures peut-être que c'est sorti, mais on vient d'aller chercher le défenseur Dylan McKinnon chez les Wildcats de Moncton pour solidifier notre brigade défensive. Dylan McKinnon, c'est un gars qui est d'abord et avant tout défensif, qui a déjà été repêché par les Prédateurs de Nashville. C'est un gars qui est robuste, qui a de l'expérience dans notre ligue. Donc, solide addition
à la ligne bleue pour les Islanders de Charlottetown. En attaque, Ross Campbell et Nathan Lee qui sont vraiment les deux piliers présentement. Et en défense, un gars comme Marcus Kiersey qui vient d'être élu joueur de la semaine dans la LHJMQ. Donc, on est bien dirigé par Jim Holton. On est généralement des équipes assez travaillantes, assez robustes du côté de Charlottetown. Mais là, vraiment, c'est un départ canon pour les Islanders. Il va falloir les surveiller dans l'Est. Parce que la porte, tu sais, dans l'Ouest, on regardait surtout l'Armada. Dans l'Est, c'était peut-être un petit peu plus ouvert. Eh bien là, disons qu'on défonce la porte en début de saison pour les Islanders. Oui, puis c'est intéressant quand même tout de suite de voir notre début de saison puis de capitaliser là-dessus avec une acquisition. Tu sais, on regarde souvent, quand la saison vient de se terminer, à l'été, on regarde souvent à l'approche, le temps des fêtes et tout ça, quelles équipes vont s'armer. Mais de ne pas attendre tout de suite puis de voir que la porte est ouverte du côté des Highlanders, je trouve ça très intéressant qu'on capitalise là-dessus. Surtout comme tu le disais, parce que dans l'Est, cette année, effectivement, il y a beaucoup de formations là, qui ont des aspirations quand même intéressantes, si je peux m'exprimer ainsi. Tu as parlé de Moncton, justement, qui sont 2-2-2 pour débuter l'année. On peut peut-être penser à un lent départ pour les champions en titre. En même temps, Caleb Desnoyers n'est pas là. On a commencé la saison là, avec des joueurs pas nécessairement nos meilleurs effectifs du côté des Wildcats de Moncton. Je pense que l'objectif là, était de se maintenir en ce début d'année, puis après ça, voir là, quand nos joueurs vont être de retour. Là, tu parles de l'absence de Caleb Desnoyers. Les Wildcats avaient également 9 joueurs à des camps d'entraînement de la Ligue nationale. Ça, c'est un sommet dans notre ligue. On est allé chercher beaucoup de joueurs américains au cours de la saison morte. Donc, peut-être qu'il y a un petit problème. Là, je vais mettre problème entre guillemets de chimie du côté des Wildcats de Moncton. Et aussi, pour certains, c'est un petit peu... je dirais pas le terme lendemain de veille, mais on a gagné l'an dernier. Est-ce qu'on est un petit peu moins motivé en début de saison? Est-ce qu'on est un petit peu plus fatigué également parce qu'on a joué du hockey jusqu'au mois de juin là, à la Coupe Memorial? Donc, tous ces éléments-là mis ensemble font en sorte que les Wildcats, présentement, ont une fiche de 2-2-2. Mais je suis pas inquiet du côté des Wildcats. Je pense que ça va se replacer. Et je suis pas inquiet non plus pour les Cataractes de Shawinigan. Quand je faisais un petit peu, j'ai parlé à beaucoup de joueurs, beaucoup de dirigeants dans notre ligue. Puis quand je regardais en début de saison, le top 5 potentiel des équipes, on parlait de l'Armada, on parlait des Saguenayens de Chicoutimi, le régiment de Terre-Neuve, mais on parlait également beaucoup des Cataractes et des Wildcats parmi le top 5. Et les Cataractes, présentement, 2-2-1-1, ça c'est leur fiche. Je pense que les Cataractes vont se replacer. On a un bon gardien de but, on a une bonne brigade défensive. On n'a peut-être pas de super vedette chez les Cataractes de Shawinigan en attaque, mais on a un bon groupe d'attaquants quand même avec l'addition notamment de Raoul Boilard, un ancien du Drakkar de Bécomo. Et là, bonne nouvelle pour les Cataractes et mauvaise nouvelle à la fois. Matvei Gridin a été confirmé et va commencer la saison avec les Flames de Calgary dans la Ligue nationale. Donc, une seule saison dans la LHJMQ pour Matvei Gridin et le voilà avec les Flames. Donc, un gros bravo à lui. Oui, on ne sait jamais. Peut-être que ça va être pour quelques rencontres pour Gridin, mais c'est vraiment un joueur sensationnel l'an passé. Puis ses coéquipiers l'appréciaient beaucoup du côté des Cataractes de Shawinigan, donc ça va être à surveiller. Ça serait effectivement une grosse perte si jamais il restait là pour toute la saison. Ce qui est quand même possible. Les Flames, c'est une équipe qui est dans un drôle de moment, là, comme on a des vétérans, on a aussi un bel afflux de jeunes qui rentrent. On a poussé pour les séries l'an passé. Beaucoup en raison de Dustin Wolf, parce qu'offensivement, c'était pas nécessairement je joue à Calgary. Donc, justement, un joueur comme Gridin peut vraiment aider cette équipe-là. Avant qu'on passe au prochain sujet, Raph, c'était pas à l'ordre du jour, mais je tiens à mentionner quand même, parce que lors du dernier épisode de ce balado, Justin Larose n'hésitait pas à dire que son objectif, c'était 100 points cette année. Il y a déjà 17% de fait en 6 matchs. Quel début de saison! Il a été en feu à la suite de son passage au balado. 6 buts, 11 passes pour le premier capitaine de l'histoire du régiment de Terre-Neuve. Et il l'a dit, hein, tu sais, parce que c'est pas une équipe d'expansion, là, le régiment. C'est le Titan d'Acadie Batters qui poursuit son cycle. On a fait une acquisition comme celle-là de Justin Larose, entre autres, parmi tant d'autres. Et il le disait que leur objectif, c'est de faire du bruit, c'est de prouver qu'ils sont sinon l'équipe à battre dans l'Est. Et lui, il met l'épaule à la roue comme personne d'autre là, du côté du régiment avec 17 points en 6 matchs. Encore une fois sur l'équipe d'étoiles de la semaine là, dans la LHJMQ. 17 points en 6 matchs.
Tu sais, Justin Larose, là, il l'a prouvé par le passé dans notre ligue à quel point il était capable de produire offensivement. Une saison de 40 buts, entre autres, avec les Tigres de Victoriaville il y a 2 ans. Bon, l'an dernier, il a fini avec les Voltigeurs de Drummondville. Puis, tu sais, comme n'importe quoi, c'est un jeune qui se fait échanger. La transition s'est peut-être faite un petit peu moins bien qu'il l'aurait souhaité. Mais là, un nouveau départ, il décide de dire non à la NCAA, de retarder son arrivée dans la NCAA pour jouer sa saison de 20 ans encore dans la LHMQ et de tenter l'expérience à Terre-Neuve avec St. John's. Donc, jusqu'ici, c'est un pari réussi, autant pour le régiment que pour Justin Larose. 17 points en 6 matchs. Il a 2 points de plus que Thomas Verdon des Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, ça va être vraiment un joueur à surveiller parce que tu l'as dit, non seulement Justin Larose est doué offensivement, mais en plus, il joue pour une bonne équipe de hockey que celle du régiment. Donc, ça va être vraiment une formation à surveiller cette année. Ça doit être le fun d'aller à ces matchs-là en ce début de saison. Un bel aréna, une belle ambiance qui règne du côté de Terre-Neuve. Ouais. Si vous êtes de Terre-Neuve, Labrador, de ce coin-là, là, allez-y! Encouragez le régiment, c'est beau à voir. Raph, c'est le début de la saison dans la Ligue nationale de hockey et 71 anciens de la LHJMQ donc, qui percent les alignements de la LNH. Bon, bien sûr, il y a les gros noms. Il y a Crosby, il y a McKinnon, il y a Marchand. Il y en a d'autres. Il y en a plusieurs à Montréal. Ça, c'est le fun de voir, d'ailleurs. Je parle pas nécessairement juste des Québécois parce que, bien sûr, il y a Noah Dobson maintenant qui est avec le Canadien de Montréal, l'ancien, justement, du Titan et des Huskies de Rouyn-Noranda. Alors, on va bien sûr surveiller là, les anciens de la LHJMQ dans la LNH cette saison. Oui, puis tu fais bien de parler du Canadien parce que souvent, selon la croyance populaire, le Canadien est bas de la LHJMQ ou ne fait pas confiance aux Québécois, mais c'est quand même l'équipe qui a le plus d'anciens de la LHJMQ en ce début de saison dans la Ligue nationale. Donc, et là, j'inclus William Trudeau qui est sur la liste des blessés et qui, une fois rétabli, va aller avec le Rocket de Laval. Mais on a quand même 6 anciens de la LHJMQ avec le Canadien de Montréal. Donc, Zachary Bolduc, Alexandre Carrier, Joe Veleno, Samuel Montembeault et Noah Dobson. Et ensuite, 2 équipes avec 5 anciens de la LHJMQ, c'est-à-dire les Sénateurs d'Ottawa, qui sont évidemment sur notre territoire ou tout près de notre territoire, donc ils voient vraiment nos talents et n'ont pas hésité là, au fil des années à venir repêcher dans notre ligue ou à signer des anciens de la LHJMQ. Je pense entre autres à Thomas Chabot et à Claude Giroux et à Drake Batterson, évidemment. Et tu as les Devils du New Jersey qui ont 5 anciens de la LHJMQ dans leur rang, dont leur capitaine Nico Hischier. Et Timo Meier également, qui a eu une très, très belle carrière avec les Moussets de Halifax. Donc, 71 anciens. On est content. On en veut toujours plus. On travaille sur le développement de nos jeunes. On travaille à les mousser davantage auprès des recruteurs de la Ligue nationale. Donc, craignez pas, on ne s'assoit pas sur nos lauriers, on en veut toujours plus. Oui, puis c'est intéressant parce que je regardais aujourd'hui, il y a 5 joueurs de la QV 2025 du repêchage qui ont percé l'alignement soir 1. Donc, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils vont faire toute la saison. Là. Il y a la fameuse période de 9 matchs d'abord à travers laquelle passer. Mais je trouvais ça intéressant pour quelques raisons. En fait, d'abord parce qu'on parlait de la QV comme pas nécessairement la meilleure. Et là, de voir 5 joueurs percer les équipes, c'est le plus haut total depuis 2019. Et c'est pas nécessairement tous les joueurs les repêchés les plus hauts. Je pense à Braden Coots du côté de Vancouver qui perce l'alignement. Ouais. Ben Kindle du côté de Pittsburgh. Mais la deuxième raison aussi, c'est que j'ai quand même eu un petit pincement au cœur parce que mon petit doigt me dit que s'il n'avait pas été blessé, peut-être qu'il y avait un 6e joueur qui perçait l'alignement, au moins pour les 9 premières rencontres, puis c'est Caleb Desnoyers. Parce que moi, je le disais l'an dernier, je pouvais l'imaginer avoir un début de carrière peut-être semblable à Sean Couturier. Tu sais, Sean Couturier aussi, il avait été d'abord un espoir sensationnel dans la LHJMQ. Si je ne me trompe pas, il avait lui aussi été repêché premier au total par les Voltigeurs à l'époque. Mais là, ça fait quand même de nombreuses années. Là. Ouais, il me semble qu'il était premier au total aussi. Et Sean Couturier, il a été repêché dans la Ligue nationale de hockey et son talent offensif a pris un peu de temps à sortir. Tu sais, souviens-toi, avec les Flyers, il y a eu 4-5 saisons, plus d'une trentaine de points, mais les Flyers l'avaient gardé parce que dès cet âge-là, il était déjà un centre complet et responsable. On pouvait le mettre sur la glace et lui donner des missions autres que rapidement devenir un des meilleurs joueurs de centre de l'équipe. Claude Giroux, à ce moment-là, était bien sûr à l'apogée de sa carrière. Puis quand je regardais le mammouth de l'Utah, puis que c'est là où s'est retrouvé Caleb Desnoyers, je me suis dit, je ne sais pas si surpris que ça, s'il est capable de faire l'équipe sur le 3e trio, puis qu'après ça, André Tourigny décide quand même de le garder et justement de lui dire, écoute,
je le sais que tu es un quatrième choix au total, puis qu'il y a une pression souvent qui vient avec ça de rapidement être un joueur qui produit, mais concentre-toi à être un joueur dans les deux sens de la patinoire. Je pense vraiment que pas de blessure. Peut-être qu'on aurait eu cette petite surprise-là du côté de Caleb, mais ce ne sera que partie remise. Et de toute façon, c'est vous, les partisans de la LHJMQ, qui vont en profiter lorsqu'il va être de retour au jeu. Ouais, ben écoute, là, on est quoi? On est rendu le 7 octobre. Quand vous allez écouter ceci, on va être le 8 octobre ou plus tard, là. Il devrait être de retour dans environ un mois, Caleb Desnoyers, là, se remet de blessure au poignet. Mais je suis d'accord avec toi. S'il avait été capable de rester en santé, s'il avait pu rester en santé, il y aurait eu des chances avec le Mammoth de Utah. Et tu sais, Bill Zonon, je pense pas qu'il avait de réelles chances dès cette année de faire les Penguins de Pittsburgh, mais une blessure lui aussi a ralenti, a interrompu finalement son camp d'entraînement. Et tu sais, je pense que tu as lu là-dessus, Max, mais Justin Carbonneau a passé proche d'être retenu par les Blues de Saint-Louis, a connu un très bon camp Vraiment. d'entraînement. On l'aime beaucoup là-bas. Genre de gars qui aurait pu remplacer un Zachary Bolduc, un peu le même profil, bon gabarit, capable de jouer physiquement, capable de la mettre dedans également. Mais on a décidé du côté des Blues de le renvoyer avec l'Armada de Blainville-Boisbriand parce qu'on sait à quel point il va avoir un gros rôle là-bas et à quel point on vise haut avec l'Armada. Donc, on va voir, mais ces trois gars-là, là, nos trois choix de premier tour en 2025, sont promis un bel avenir. Ah, c'est drôle que tu fasses la comparaison Bolduc-Carbonneau, parce que moi aussi, je vois, tu sais, au-delà du fait que, bon, Oui. les deux ont été repêchés par les Blues, moi aussi, on dirait que je suis capable de voir un chemin similaire, tu sais, deux gars qui marquaient des buts, ben, dans le cas de Carbonneau, c'est pas terminé, là, mais qui marquaient des buts à pelleter dans le junior, mais qui vont peut-être devoir ajouter une corde ou deux à leur arc après ça pour vraiment s'établir dans la Ligue nationale de hockey. Bolduc a réussi ça l'an dernier, très fort sur l'échec avant, bon coup de patin, n'hésite pas à compléter la mise en échec. Puis Carbonneau aussi, même si dans une ligue junior, c'est un sniper, c'est un gros bonhomme. C'est un gars que lui aussi, si il ajoute ça, là, quelques éléments à son arc pour s'assurer rapidement de percer la Ligue nationale de hockey, je peux voir la comparaison que tu fais moi aussi. Ouais, puis tu sais, Max, tu le sais, dans la Ligue nationale, là, il y a très peu de joueurs unidimensionnels. Puis je suis pas en train de dire qu'un de ces trois-là est unidimensionnel, mais tu sais, Justin Carbonneau serait le premier à dire qu'il veut continuer à s'améliorer défensivement, veut continuer à faire plus de passes, veut améliorer sa vision du jeu. Ces gars-là veulent toujours s'améliorer, toujours ajouter des cordes à leur arc pour devenir indispensables aux yeux des dirigeants de la Ligue nationale. Ouais, puis d'ailleurs, avec son numéro 68, je le regardais là, avec le beau nouveau chandail des Blues. Là, je me disais, ah, OK, OK. Un gars qui ose le 68 parce que oui, même si c'est pas le 99 ou le 66, moi je continue de me dire c'est Yaguerre ça 68, t'as pas le droit. Non, mais tu peux pas dire qu'il ose parce qu'il voulait pas, je te le dis. Il Ah, m'a je, peux- texté. Il m'a texté, il dit hey, je suis quasiment gêné. Je veux pas le 68, je peux pas. je suis pas surpris. C'est rare, tu choisis ton numéro quand tu rentres comme ça dans la ligue. C'était comme. En ce moment, tous les jeunes joueurs qui se font donner le 97, mettons, là. Je suis tout le temps comme. C'est de la pression de donner un kid le 97 en ce moment. Mais bon. Non, mais il voulait tellement pas que les gens pensent que c'est lui qui l'a demandé ou qu'il voulait le numéro de Yaguerre. Il dit je veux pas le 68, mais tu sais, je suis pas pour demander un changement de numéro, je suis une recrue, mais quand il dit 68, il dit oh non. Justin, ça te va bien. Si tu le gardes, j'achète ton chandail. Il est assez beau, le nouveau chandail. Aimes-tu le nouveau chandail des Blues? Moi, je le trouve écœurant. Vraiment, vraiment. Merci. Puis samedi, j'étais à Chicago, puis c'était Blues contre Blackhawks. Le blanc des Blues, là, surtout, là, avec Ouais, le bleu crème, là, ouais, exceptionnel. Exceptionnel. En personne, il est encore plus beau, Max. ouais. Il n'y a pas beaucoup d'équipes que leur chandail blanc est plus beau que le coloré, à mon humble avis. Vous avez le droit de penser le contraire. Les Blues, je suis Ouais. d'accord, c'en est un que c'est le cas. Hey, Raph, c'était la soirée annuelle d'intronisation au temple de la LHJMQ récemment, et Claude Julien était de la cuvée de cette année. Tu as une anecdote sur Claude Julien à nous raconter? Ouais, mais je voulais pas revenir sur le Temple de la Renommée, mais je voulais te parler de samedi. Anecdote de Claude Julien, juste pour te démontrer encore une fois à quel point que c'est un grand monsieur et un gentleman. J'étais à Chicago en fin de semaine pour célébrer le 40e de deux de mes amis. Puis comme je t'ai dit, c'était Blues contre Blackhawks. Fait qu'avant le match, je texte Claude Julien, je dis écoute, j'aimerais ça faire une petite surprise à mes amis. On peut-tu aller te serrer à la pince avant ou après la game? Fait que le match fini, je dis à mes deux chums, je dis écoutez, on va rester ici 5 minutes, j'ai une petite surprise pour vous. Puis là, t'as Claude qui arrive de derrière le banc des Blues, il monte dans les estrades, il est venu leur serrer à la pince, il est venu prendre de leurs nouvelles. Vous venez d'où? C'est-tu votre premier match à Chicago? C'est-tu votre premier match à l'NH? Il s'est vraiment intéressé à eux. Puis mes deux chums après, ils ont dit écoute, je
j'étais quasiment ému. Ils l'ont trouvé tellement sympathique, tellement disponible, tellement intéressé. Puis ils disent, tu sais, il dit, voilà une couple d'années, c'était l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, là. Il dit, on l'a regardé, puis on en a écouté des points de presse, puis on l'a vu tout partout, puis c'était Claude Julien devant nous qui prend le temps de nous jaser, l'ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal, tellement sympathique, tellement simple. Donc, Claude Julien, vraiment, là, un grand monsieur. Je pense que c'est important de le mentionner parce que des fois, dans la croyance populaire, tu dis, c'est un ancien coach du Canadien de Montréal, il est peut-être difficile d'accès, mais tellement sympathique. Oui, non, je suis d'accord. Les quelques interactions que j'ai eues avec lui quand il était justement entraîneur-chef du Canadien, tu sais, il y en a plusieurs qui disaient qu'il n'était pas la personnalité la plus intéressante devant les médias, mais ce qui ressortait beaucoup de tous ceux qui étaient sur le beat et les journalistes, c'était que c'était un homme très, très, très respectueux, très intéressé aussi aux gens autour de lui. Puis ça le démontre. Il est parti direct de derrière le banc, puis il est monté dans les estrades. C'est ça que j'ai compris. Ouais, Ça prend partie, là. Lui, cette année, ça a comme changé. Il est comme rendu high in the sky, donc il coach en haut. Mais dans le fond, après chaque match, évidemment, il descend, puis il s'en va discuter avec les autres entraîneurs de la game, blablabla. Puis là, dans le fond, c'est ça le point de rencontre. Là. C'est comme ça que ça fonctionne à Chicago. Donc, il est retourné au banc, puis il a monté comme les petites marches sur le côté, puis il est venu nous jaser dans les gradins là, pendant 5-10 minutes. Puis écoute, si je l'avais pas arrêté, il aurait continué. C'est moi, 2 fois, il a fallu que je dise, Claude, hey, je veux pas que tu manques ton autobus, là, t'es super sympathique. Faut pas que tu manques ton avion. Il dit, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, un beau moment à Chicago. Ça, c'est et le papa et le PR en toi, Raph, qui a parlé cette fois-là. Exact. Si jamais il y a une équipe de foot qui se cherche un coordonnateur à l'attaque, content d'apprendre que Claude Julien est maintenant disponible, maintenant qu'il regarde les matchs de la galerie de presse. Raph, un énorme merci pour cette première participation cette année. Bon début de saison, puis on s'en reparle bientôt. Bonne saison à tous. Merci, Max. Et pour une première fois cette saison, on se transporte du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on s'en va rejoindre l'as buteur des Saguenayens, Émile Guité. Émile, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Je vois que dehors, comme ça, un bel arbre rouge derrière, il fait beau au Saguenay aujourd'hui? Ouais, il fait très beau, très chaud, puis on est vraiment bien. Émile, parle-moi de ton début de saison. 5 buts en 6 matchs pour commencer l'année. Je suis convaincu que ça te fait du bien de commencer comme ça là, en récoltant ta part de but pour commencer la saison. C'est sûr que ça fait du bien. Tu sais, j'ai eu une grosse été d'entraînement après la saison un peu plus difficile de l'année passée. Je pense que je suis arrivé au début de l'année avec un bon mindset. Puis là, c'est juste de donner son 100% à chaque game comme je fais depuis le début. Puis si je fais ça, je pense que ça va bien aller. Je veux qu'on y revienne dans les prochains instants sur ton début de saison parce que d'abord, ça a été une dernière année mouvementée pour toi. Tu l'as dit, j'avais lu des entrevues. Tu n'étais pas satisfait de ta deuxième saison junior après avoir été nommé recrue offensive de l'année précédente. Année de repêchage. Et là, tu as été repêché en 5e ronde par les Ducks d'Anaheim au début de l'été dernier. Parle-moi de cette première expérience-là chez les professionnels avec le premier camp que tu as vécu chez les Ducks d'Anaheim. Comment tu as vécu ça? En plus, je sais que tu as vécu ça avec ton coéquipier Maxime Massé. Il y a également une belle filière québécoise quand même présentement du côté des Ducks d'Anaheim. Donc, j'imagine que tu n'as pas été trop dépaysé. Ben, pour vrai, non. Je pense qu'on était dans le camp des recrues 3 Québécois. Puis ensuite, quand je suis allé au camp principal, on était peut-être 8 Québécois. Donc, c'est sûr que je n'étais pas dépaysé parce que on se tenait beaucoup ensemble, ça part le principe. Sinon, l'expérience en général, c'était vraiment incroyable. T'es en Californie, il fait beau à chaque jour, tu t'en vas à l'aréna, puis l'après-midi, t'as des temps libres, on est allé à la plage. C'est vraiment le fun, les infrastructures de l'aréna, on était vraiment gâtés, là, puis chanceux. Est-ce que c'était ta première fois en Californie ou dans la région de Anaheim, Los Angeles? Je suis allé 2 ans. 2 étés à Los Angeles avec mon agence. On a comme un camp de hockey pendant une semaine. Donc, Anaheim, c'était la première fois, mais Los Angeles, j'étais déjà allé. Ça doit donner le goût d'aller jouer au hockey en gougoune comme ça sur le bord de la plage? Non, ça c'est sûr, ouais. Émile, parle-moi de comment on vit un premier retour d'un camp professionnel. Parce que j'imagine que ça doit tellement se passer vite. Si je ne me trompe pas, tu as été retranché du camp des Ducks le 20 septembre. Du moins, je ne sais pas si peut-être tu l'avais su la veille, mais c'est là où l'annonce a été faite. Et après ça, rapidement, tu rentres au Québec,
au Saguenay, un premier match en quoi à 24-48 heures. Comment ça se passe pour un jeune joueur comme ça? Parce que, tu sais, d'un côté, tu n'as pas vraiment le temps de te revirer puis vraiment de te mettre dans ton rythme habituel ou du moins dans ton confort habituel. En même temps, t'es pas non plus, tu tombes pas des nues. Là. Tu viens de vivre un camp professionnel. Tu as marqué dès ton premier match de retour avec les Saguenayens. Comment tu as vécu ça, ce début de saison-là qui est un peu particulier à ce que tu es habitué de vivre? Ben, comme tu dis, c'était vraiment particulier parce que, dans le fond, moi puis Max, mon C, on s'est fait couper le samedi. Je sais pas trop c'est quelle date, mais on jouait le dimanche. Puis, on était supposé décoller d'Anaheim le dimanche matin, mais finalement, ça a changé puis on est parti le samedi soir. Donc, on s'est dit, on essaie de dormir dans l'avion. En arrivant à Québec, on essaie de dormir un peu, puis on devrait être correct pour jouer. Finalement, dans l'avion, on n'a pas été capable pantoute de dormir. Euh, les deux, on est arrivés à Montréal, fatigués bien raide. On est allé à Québec, on a dormi peut-être une heure gros max. Puis on a quand même joué la game. Ça a été correct. On était vraiment brûlés. Puis après, juste d'avoir gagné, on était super contents. C'était ça le but. C'est quoi, je comprends que c'est ta troisième saison junior, tu es un vétéran maintenant à ce point-ci, mais quand même, c'est quoi les mots d'un coach comme Yannick Jean quand tu arrives comme ça pour un match sans trop de séances d'entraînement? Il vous dit-tu d'y aller simplement à votre rythme? Est-ce que rapidement, il vous a-tu tout de suite immédiatement mis sur les lignes habituelles où vous jouez depuis ce temps-là? Comment ça a été, cette première partie-là avec la gestion de la rencontre en tant que telle? Ben, c'est sûr qu'il nous a dit, je sais que vous avez pas dormi de la nuit. S'il y a quelque chose, moi là, je sais que vous devez être fatigué. Fait que si à un moment donné, ça va plus dans le game, faites juste me le dire. Mais non, l'alignement, ça n'a pas trop changé. On a quand même joué des bonnes minutes. Puis, à la fin de la game, il nous a juste dit merci d'avoir été là pour l'équipe. C'était très apprécié, puis on était super contents. On parlait au début de ton excellent début de saison, 5 buts en 6 matchs pour débuter l'année, Émile. L'an passé, ça a été seulement 16 buts dans ta deuxième saison, après avoir marqué 25 comme recrue. J'avais lu que tu disais que ton début de saison, je pense, l'an passé, n'avait pas été à ton goût, puis après ça avait été difficile de rattraper ça. D'abord, j'imagine que ça fait du bien comme ça, en partant, de commencer en remplissant le filet, mais l'an dernier, est-ce que c'était pour toi, d'un point de vue strictement hockey, une première fois comme ça où tu faisais face à de l'adversité sur la glace? Parce que je regardais, tu sais, avec les Gaulois ou même avant ça, à ton école secondaire avec les M15, tu as tout le temps été un joueur offensif, quelqu'un qui était capable de marquer. Donc, comment tu as vécu cette adversité-là offensive l'an dernier? Ben, c'est sûr que ça a été très difficile mentalement. Tu te poses des questions, c'est quoi qu'il y a, pourquoi ça rentre plus, pourquoi ça marche plus. Pas mal toute l'année, j'ai eu du questionnement, ça a été dur mentalement, mais l'été, ça a fait du bien, j'ai pu me ressourcer, j'ai pu parler avec beaucoup de monde, j'ai parlé avec les coachs, on a parlé de toutes sortes d'affaires, puis ma mentalité en arrivant, c'était juste d'être prêt, de travailler fort, de compétitionner à chaque partie. Puis, à date, c'est ça que je fais, puis c'est ça que je vais continuer de faire. Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans cette dernière année-là, puis de ce que tu as vécu après ça, d'aller te rechercher, retrouver les bases cet été? Parce que faire face à de l'adversité comme ça, surtout au niveau junior, c'est absolument pas quelque chose de mauvais. Je suis convaincu que tu as appris beaucoup, puis déjà, ça va te servir cette année. Ouais, ben, pour vrai, j'ai appris beaucoup. Je pense que je peux quand même sortir un peu de positif là-dedans. C'est que même si les choses vont pas bien, ça peut changer si tu essaies de faire des efforts, de trouver des solutions. Puis, pour vrai, c'est juste de pas abandonner, toujours continuer. Puis c'est ça que je suis en train de faire. Puis, c'est ça que je vais toujours faire. Puis, c'est ça. Je suis pas content que ça soit arrivé, mais dans un sens, je suis pas en train de dire que ça peut être bon pour moi, mais peut-être que ça va m'avoir sonné des cloches, puis que ça va être meilleur pour mon futur. Ah, moi, je pense que ça peut éventuellement le devenir, ça c'est sûr et certain. Des fois, ça prend quelques années à s'en rendre compte, mais en tout cas, par expérience, c'est jamais mauvais de vivre de l'adversité comme ça. Puis on le voit déjà, on le disait, tu rebondis extrêmement bien en ce début de saison. Et parlons-en. 5 buts en partant, 3 passes, 8 points. Tu es un gars qui est capable de marquer, mais tu es un gars également qui est, d'un point de vue offensif, tu es quand même un joueur complet. Tu es capable de distribuer la rondelle aussi, mais est-ce que c'était peut-être un de tes objectifs, ça, en ce début de saison, d'être capable de remplir le filet, peut-être d'avoir un rôle de buteur proprement dit cette année, à ta première année post-repêchage LNH comme ça, qui en est souvent une importante pour un joueur? Bon, ben, c'est sûr que,
c'est le fun de marquer des buts, mais je pense que le principal, c'est comme j'ai dit, de compétitionner. Puis, justement, si tu fais ça, tu as encore plus de chances d'avoir des résultats. Fait que, je suis bien content de remplir le filet. C'est mon objectif. Puis, je vais essayer de continuer de faire la même chose. D'un point de vue collectif, c'est une grosse année pour vous, les Saguenayens, cette année. Les objectifs sont élevés. Yannick Jean vient d'ailleurs d'être prolongé comme entraîneur-chef. Et on le sait que les Saguenayens de Chicoutimi, quand c'est une année où l'équipe est dans la course, on vise de terminer haut au classement, de se rendre le plus loin possible en série. C'est une belle ville de hockey junior. Est-ce que tu sens déjà une frénésie à ce début d'année avec d'ailleurs votre bon début de saison? Ben ouais, pour vrai, tous les gars ensemble, c'est vraiment le fun. On a super une belle chimie. Là, on est parti du jour dans les Maritimes. On a pu encore connecter plus les liens. Puis on a hâte de jouer notre première game à la maison devant les partisans. Je pense que ça va être une super belle année. Puis on a super hâte. T'as-tu hâte un peu d'être chez toi pendant quelques instants? Anaheim, partir dans les Maritimes. Là, maintenant, d'être de retour pour quelques jours à la maison, ça va faire du bien? Ouais, on est arrivé hier à 2 heures du matin. Fait que ça fait vraiment du bien de dormir dans son lit puis de retrouver ses affaires là à la maison. C'est quoi le mot d'ordre cette année? C'est quoi l'objectif si tu pouvais définir l'identité des Saguenayens de Chicoutimi 2025-2026? La saison est très jeune, donc à quoi on s'attend de vous cette année, Émile, comme style de jeu? Ben, je pense que c'est pas de faire les affaires trop vite, suivre le processus, travailler chaque semaine de la bonne façon, y aller de semaine en semaine. Puis, tu sais, c'est sûr que les objectifs, c'est de gagner, mais ça se construit du début de la saison jusqu'à la fin. Fait que je pense que ça va être de travailler fort dans toutes les pratiques, apprendre plein de choses durant les pratiques, les games. Puis, je pense que si on fait ça, on va être sur une bonne voie. Troisième saison pour toi junior, mais troisième saison tout court aussi dans l'environnement des Saguenayens de Chicoutimi. Est-ce que tu commences à te sentir plus à l'aise? Est-ce que tu penses prendre plus un rôle, encore plus de leader au sein de cette formation-là cette année, maintenant que tu es un vétéran et que tu es un des joueurs qui a une bonne ancienneté au sein de cette équipe-là? Ouais, c'est sûr que, tu sais, comme à chaque année, j'essaie d'amener mon leadership, que ce soit dans la chambre ou sur la glace. Donc, tu sais, je suis vraiment bien ici à Chicoutimi, puis on a des bons boys dans l'équipe. Donc, je vais amener mon leadership, puis je pense que tout le monde amène à sa façon le sien. Fait que c'est ça. Émile, à chaque entrevue, j'ai des questions un peu plus loufoques ou plus agréables pour conclure l'entrevue. Je t'ai envoyé un peu d'avance pour que tu puisses être certain de ne pas faire prendre par surprise. Est-ce que tu es prêt? Ouais, quand même, ouais. Tu n'as pas le droit de répondre Centre Georges Vézina, parce que je le sais, c'en est un beau, c'est un bel endroit où jouer. C'est où l'endroit pour toi qui est le plus fun à jouer dans toute la ligue? Je dirais Gatineau, parce Ah ouais? que, ouais, ben, il y en a une coupe que je pourrais dire, mais Gatineau, tu sais, c'est une belle arena junior. Tu sais, les installations, C'est vrai c'est que c'est beau. super beau. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Fait que je dirais Gatineau, hein. Je te félicite pour l'originalité. Tu es le premier à date en un peu plus d'une saison du podcast à répondre Gatineau et je suis d'accord. Le Centre Slush Poppy, c'est vraiment un super bel arène. Ouais. Un joueur que tu trouves, ça peut être un coéquipier ou un adversaire, là, soit quelqu'un avec qui tu joues ou que tu affrontes, un joueur que tu trouves qui est peut-être sous-estimé, qu'on devrait surveiller dans la LHJMQ cette année. Je dirais mon bon ami Nathan Lecomte, tu sais, il a pas été repêché cette année. Tu sais, il y en a qui disent qu'il est trop petit ou des choses comme ça, mais tu sais, moi je pense vraiment que c'est pas ça. C'est vraiment un super bon joueur de hockey. Il travaille fort à chaque game. Puis déjà là, on le voit dans le début de saison il est quand même dominant. Fait que moi je dirais lui. Puis ouais, c'est ça. Ça, je t'avoue que c'est à titre personnel que je pose cette question-là parce que je veux toujours savoir où m'arrêter quand je vais dans une ville de la JMQ. Y a-tu, autour d'un aréna quelque part, y a-tu une ville en particulier qui a un bon petit snack d'après-match? Ça, j'ai lu ta question, puis je pense que je suis encore en train d'y penser. Mais quand on va jouer à Bécomo, d'habitude, je sais pas c'est quoi la place, mais où ce qu'on mange après la game, c'est comme des brochettes de poulet avec comme de steak. C'est vraiment bon avec du riz, puis on mange ça à chaque fois qu'on va à OK. Bécomo. Je suis pas sûr c'est quoi le nom du resto, mais c'est vraiment bon. Des brochettes de poulet à Bécomo. OK, j'en prends bonne note. Prends bonne note. Un Ouais, bon petit riz d'après-match aussi, c'est bien. ouais, ouais. Euh, Si tu pouvais, demain matin, là, on dit, tu peux jouer avec n'importe qui sur ton trio. Ça peut être un joueur junior, ça peut être un joueur LNH actuel, peu importe. Si on disait pour un match, tu as un coéquipier de rêve là, avec qui évoluer sur le même trio, pour toi, ça serait qui? Ben, ça serait Sidney Crosby parce que depuis que je suis petit, c'est pas mal mon idole. C'est lui que je regarde, que ce soit sur la glace, en dehors de la glace. Tu sais, il est tellement bon, tellement, tu sais, c'est un leader, il est gentil avec tout le monde. Je
pense que ça serait vraiment malade de jouer une game avec lui. Ouais, puis bon, c'est sûr que tu as été repêché par les Ducks d'Anaheim, mais Sidney Crosby, il est parti pour être éternel. Fait que qui sait, peut-être qu'un jour ça pourrait arriver. Ouais. En terminant, cette question-là, je l'aime beaucoup parce que des fois, ça donne lieu à des choses qu'on ne soupçonne pas. Y a-t-il une pièce d'équipement pour toi que tu es plus particulier, que tu es vraiment un peu plus capricieux avec? J'avais demandé à Justin Carbonneau l'an passé, lui, c'était son bâton. Xavier Villeneuve, il y a quelques semaines, il me parlait de ses patins. Il a le même modèle de patins depuis 6 ans. Il n'a pas upgradé les FT2, je pense, les Jet Speed de CCM. Toi, y a-t-il une pièce d'équipement comme ça que si elle n'est pas tout à fait à ton goût, là, que tu sais que ça va te jouer dans la tête pendant une partie? Ouais, ben, pour vrai, mes patins, que ça soit les lames, surtout les lames. Déguisant. Moi, il faut tout le temps que j'ai ben, je pense comme tout le monde, là, mais des bonnes lames aiguisées. Fait qu'avant chaque game, je check ça. Puis sinon, je dirais peut-être les pads. Ah Et ouais? si j'ai des pads un peu trop petites ou un peu trop grandes, ça va me gosser dans le genou. Et je dirais peut-être ça. Là. Les pads, il me semble d'habitude, pourtant, une fois qu'on trouve notre bonne paire de pads, on les garde pour longtemps, non? Non, je sais, mais c'est ça, quand j'échange, c'est là que je veux pas échanger. Je veux juste pas échanger. Cette année, on switch avec Bauer, fait que ça va être un peu tough de changer, mais là, c'est correct. Ouais. Surtout, j'allais dire des pads, ça peut. C'est vrai, parce que je pense à Tyler Seguin, entre autres, qui a les mêmes protège-coudes depuis qu'il est dans le junior. Là, tu le vois quand il enlève son jersey, c'est encore des Reebok. Mais c'est vrai que des jambières, quand tu bloques des tirs, ça peut briser. Ouais. Puis si tu peux avoir à les changer un peu plus souvent. C'est vrai qu'une paire de pads qui descend trop bas, là, c'est jamais particulier. Ouais. Je comprends ça. Émile, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'est super apprécié. Continue ton excellent début de saison avec les Saguenayens de Chicoutimi, puis on continue de suivre ça. Puis je te souhaite tout le succès pour la saison 2025-2026. Un gros merci. Merci tout le monde d'avoir été là pour ce 3e épisode de la saison d'Aux Quatre Coins. On est de retour dans 2 semaines avec le prochain épisode. N'hésitez pas à nous laisser savoir en commentaire qui vous aimeriez entendre au balado. Abonnez-vous à la page YouTube de la LHJMQ et on se reparle lors du prochain épisode.